Dans les dures conditions de sa nouvelle existence, si des instincts anciens et oubliés reparaissaient chez Buck, il croissait en secret, car son astuce nouvelle savait les équilibrer et les restreindre. Trop neuf encore à cette vie si différente de l'ancienne pour s'y trouver à l'aise, il évitait les querelles. Aucune impatience ne trahissait donc la haine mortelle qu'il avait vouée à Spitz, et il se gardait soigneusement de prendre l'offensive avec lui. D'un autre côté, et peut-être par cela même qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de lui montrer les dents. Il l'attaquait même sans raison, espérant ainsi faire naître la lutte qui se terminerait par la disparition de l'un des deux. Presque au début du voyage entre les deux chiens faillit se produire un conflit mortel que seul vint prévenir une complication inattendue. À la fin d'une journée de marche, le campement avait été établi sur les bords du lac Le Barge. L'obscurité, la neige qui tombait et le vent coupant comme une lame de rasoir avaient forcé les voyageurs à chercher en hâte et à tâtons leur refuge pour la nuit. L'endroit était fort mal choisi. Derrière eux s'élevait un mur de rochers abrupts, et les hommes se virent obligés de faire du feu et d'étendre leurs sacs fourrés sur la surface même du lac. Ils avaient abandonné leur tente à Diea pour alléger le paquetage. Quelques morceaux de bois de dérive leur fournirent un feu qui fit fondre la glace en s'y enfonçant, et ils durent manger leur soupe dans l'obscurité. Buck avait organisé son lit au pied des rochers. Il y faisait si chaud qu'il eut peine à le quitter quand François vint distribuer le poisson dégelé au préalable devant le feu. Or, lorsque, ayant mangé, il revint à son lit, il le trouva occupé. Un grognement l'avertit que l'offenseur était Spitz. Buck avait été évité jusqu'ici une querelle avec son ennemi, mais cette fois, c'était trop. La bête féroce qui dormait en lui se déchaîna. Il sauta sur Spitz avec une furie qui surprit celui-ci, habitué à considérer Buck comme un chien très timide, dont la suprématie n'était due qu'à sa forte taille et à son gros poids. François fut surpris, lui aussi, en les voyant tous deux bondir du trou, mais il devina le sujet de la dispute. « Ah !» cria-t-il à Buck, « vas-y mon vieux, et flanque une rossée à ce sale voleur !» Spitz était prêt à se battre. Hurlant de rage et d'ardeur, il tournait autour de Buck, guettant le moment favorable pour sauter sur lui. Buck, non moins ardent, mais plein de prudence, cherchait aussi à prendre l'offensive. Mais à ce moment survint l'incident qui remit à un avenir éloigné la solution de la querelle. Un juron de Perrault, un coup de massue sur une échine osseuse et un cri de douleur déterminèrent tout à coup une épouvantable cacophonie. Le camp était rempli de chiens indigènes affamés, au nombre d'une soixantaine, venus sans doute d'un village indien et attirés par les provisions des voyageurs. Ils s'étaient glissés inaperçus pendant la bataille de Buck et de Spitz, et quand les deux hommes avec leurs massues s'élancèrent au milieu des envahisseurs, ceux-ci montrèrent les dents et leur résistèrent. L'odeur des aliments les avait affolés. Perrault, en ayant trouvé un la tête enfouie dans une caisse de vivres, fit tomber lourdement son gourdin sur les côtes saillantes et la caisse fut renversée à terre. À l'instant même, sans crainte du bâton, une vingtaine de créatures faméliques se ruaient sur le pain et le jambon, hurlant et criant sous les coups, mais ne se disputant pas moins avidement les dernières miettes de nourriture. Pendant ce temps, les chiens d'attelage étonnés avaient sauté hors de leur trou et une lutte terrible s'engageait entre eux et les maraudeurs. De sa vie, Buck n'avait rien vu de pareil, à ces squelettes recouverts de cuir, à l'œil étincelant, à la lèvre baveuse. La faim les rendait terribles et indomptables. Au premier assaut, les chiens de trait se vinrent repousser au pied des rochers. Buck fut attaqué par 3 d'entre eux, et en un clin d'œil, sa tête et ses épaules étaient couvertes et saignantes. Le bruit était effroyable. Billy gémissait comme à son ordinaire. Dave et Solek, perdant leur sang par plusieurs blessures, combattaient courageusement côte à côte. Joey mordait comme un diable. Une fois, ses mâchoires se refermèrent sur la jambe d'un des maraudeurs et l'on entendit craquer l'os. Pike, le géniard, sauta sur un animal estropié et lui cassa les reins d'un coup de dent. Buck saisit par la gorge un adversaire écumant, lui planta les dents dans la jugulaire et le goût du sang, dont il fut inondé surexcitant sa vaillance, il se jeta sur un autre ennemi avec une fureur redoublée. Mais au même moment, il sentit des crocs aigus s'enfoncer dans sa gorge. C'était Spitz qui l'attaquait traîtreusement de côté.
Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp, se précipitèrent à son secours et Buck parvint à se délivrer. Mais les deux hommes furent rappelés du côté des caisses de conserve menacées de nouveau. Et cette fois, les envahisseurs réduits en nombre, mais désespérés, montraient un front si féroce que Billy, puisant du courage dans l'excès même de sa terreur, s'élança hors du cercle menaçant et s'enfuit sur la glace au risque de l'effondrer. Pike et Dob le suivirent de près, ainsi que le reste de l'attelage. Au moment où Buck prenait son élan pour les rejoindre, il vit du coin de l'œil Spitz se préparant à sauter sur lui pour le terrasser. Une fois par terre, au milieu de cette masse de fuyards, c'en était fait de lui. Mais il put résister au choc de Spitz et rejoindre ses camarades sur le lac. Les 9 chiens d'attelage, n'étant plus poursuivis, se réunirent et cherchèrent un abri dans la forêt. Ils offraient un piteux aspect, chacun avait 5 ou 6 blessures, dont quelques-unes étaient profondes. Dob était grièvement blessé à une jambe de derrière. Dolly, le dernier chien acheté à Diea, avait une large plaie au cou. Joey avait perdu un œil, et le doux Billy, ayant une oreille déchiquetée et mangée, ne cessa de gémir et de geindre tout le reste de la nuit. À l'aube, chacun regagna péniblement le camp pour trouver les maraudeurs en fuite et les deux hommes de fort mauvaise humeur, car la moitié de leurs provisions avait disparu. Rien de ce qui pouvait se manger n'avait échappé aux indigènes. Ils avaient dévoré les courroies du traîneau et des bâches, avalé une paire de mocassins en cuir de buffle appartenant à Perrault, des fragments de harnais de cuir et plus de 60 centimètres de la mèche du fouet de François. Celui-ci contemplait tous ces dégâts avec tristesse, lorsqu'arrivèrent ses chiens blessés. « Ah, mes amis, fit-il avec tristesse, peut-être allez-vous devenir tous enragés avec ces morsures. Qu'en pensez-vous, Perrault ?» Le courrier hocha la tête soucieux. 400 miles le séparaient de Dawson, et l'hypothèse de François le faisait frémir. 2 heures de jurons et d'efforts remirent les choses en place. Et l'attelage raidi par ses blessures repartit pour affronter la course la plus dure qu'il devait fournir jusqu'à Dawson. La rivière de 40 Mile, défiant la gelée, roulait librement ses eaux agitées, et la glace ne portait que dans les petites baies et les endroits tranquilles. Il fallut 6 jours d'un travail opiniâtre et d'un péril constant pour couvrir ces terribles 30 miles. Une demi-douzaine de fois, Perrault, qui marchait en éclaireur, sentit la glace céder sous son poids, et ne fut sauvé que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou fait dans la glace par son corps. Le froid était terrible. Le thermomètre marquait 50 degrés au-dessous de zéro, et Perrault devait, après chaque bain involontaire, allumer du feu et sécher ses vêtements. Mais rien ne l'arrêtait, et il justifiait bien le choix fait de lui comme courrier du gouvernement. Avec sa petite figure ratatinée et vieillotte, on le voyait toujours au poste le plus dangereux, s'aventurant résolument sur les berges où la glace craquait parfois à faire frémir, toujours maître de soi, inlassable et incapable de découragement. Une fois, le traîneau s'enfonça. Dave et Buck étaient gelés et presque noyés lorsqu'on réussit à les sortir de l'eau. Il fallut pour les sauver allumer le feu habituel. Une carapace de glace les recouvrait, et les deux hommes, pour les dégeler et les réchauffer, durent les faire courir si près du feu que leurs poils en furent roussis. Une autre fois, Spitz s'enfonça, suivi d'une partie de l'attelage jusqu'à Buck, qui, se rejetant de toutes ses forces en arrière, crispait ses pattes sur le rebord glissant, tandis que la glace tremblait. Derrière lui était Dave, faisant aussi des efforts pour retenir le traîneau, que François tirait à se faire craquer les tendons. Un jour, enfin, la glace du bord se rompit tout à fait, et leur seule chance de salut fut d'escalader la muraille de rochers. Perrault y réussit par un miracle que François implorait du ciel. Puis on réunit les lanières, les courroies du traîneau, et jusqu'au dernier morceau de harnais pour faire une longue corde qui servit à hisser les chiens, un à un, au sommet de la falaise. François vint le dernier après le traîneau et son chargement. Il fallut ensuite trouver un autre endroit propice à la descente qui fut opérée aussi à l'aide de la corde, et la nuit retrouva sur le bord de la rivière les malheureux à 1/4 de mile de leur point de départ. Parvenus à Utalinka et à la glace résistante, Buck était anéanti et les autres ne valaient guère mieux. Mais l'inflexible Perrault exigea pour réparer le temps perdu un effort de plus de son attelage. Il fallut partir tôt et s'arrêter tard. Ils firent le premier jour 35 miles jusqu'au Big Salmon, et le deuxième 30 miles, ce qui les amena tout près de Five Fingers. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies et résistantes que celles des autres chiens.
Elle s'était amollie par l'effet des siècles de civilisation qui pesaient sur lui, et toute la journée le chien boitillait en souffrant horriblement. Le camp une fois dressé, il se laissait tomber comme mort, sans pouvoir même, malgré sa faim, venir chercher sa ration, que François était obligé de lui apporter. Celui-ci, touché de pitié, avait pris l'habitude de lui frictionner les pattes tous les jours pendant une demi-heure après son souper, et il finit par sacrifier une paire de mocassins pour faire 4 chaussures à l'usage de Buck. Ce lui fut un grand soulagement, et la figure renfrognée de Perrault se dérida un jour en voyant Buck, dont François avait oublié les mocassins, se coucher sur le dos et agiter désespérément ses 4 pattes en l'air sans vouloir bouger. À la longue, elles s'endurcirent à la route, et les chaussures usées furent abandonnées. À Pelly, au moment d'atteler un matin, Dolly, jusque-là très calme, donna tout à coup des signes de rage. Elle annonça son état par un long hurlement si plein de désespoir et d'angoisse que chaque chien s'en hérissait d'effroi. Puis elle bondit sur Buck. Celui-ci n'avait jamais vu de cas de rage. Toutefois, il sembla deviner la hideuse maladie et s'enfuit poussé par une panique effroyable. Il filait bon train, la chienne écumante le suivant de tout près car il n'arrivait pas à la distancer malgré la terreur qui lui donnait des ailes. Il se fraya un passage à travers les bois jusqu'à l'autre extrémité de l'île, traversa un chenal plein de glace pour atterrir dans une autre île, puis dans une troisième, fit un retour vers le fleuve principal et, en désespoir de cause, allait le traverser car, sans la voir, il entendait la bête gronder derrière lui. François le rappela de très loin, et il revint sur ses pas, haletant, suffocant, mais plein de confiance dans son maître. Celui-ci tenait à la main une hache, et lorsque Buck passa devant lui comme un éclair, il vit l'outil s'enfoncer dans le crâne de la bête enragée. Chancelant, il s'arrêta près du traîneau, à bout de souffle et sans force. Ce fut le moment choisi par Spitz pour sauter sur lui. 2 fois, ses dents s'enfoncèrent dans la chair de l'ennemi sans défense, la déchirant jusqu'à l'os. Mais le fouet de François s'abattit sur le traître, et Buck eut la satisfaction de lui voir subir une correction des plus sévères. « Ce Spitz est un diable incarné, fit Perrault. Il finira par nous tuer Buck si l'on y veille. » Buck vaut des diables à lui seul, répondit François. Quelques beaux jours, vous pouvez m'en croire. Il avalera Spitz tout entier pour le recracher sur la neige. À partir de ce moment, en effet, ce fut la guerre ouverte entre les 2 chiens. Spitz, comme chef de file, maître reconnu de l'attelage, sentait sa suprématie diminuer devant cet animal si peu semblable aux nombreux chiens du sud qu'il avait connus. Bien différent de ces animaux délicats et fragiles, Buck supportait les privations sans en souffrir. Il rivalisait de férocité et d'astuce avec le chien du pays. Plein de finesse sous sa forte charpente, il savait attendre son heure avec une patience digne des temps primitifs. Buck désirait un conflit au sujet de la direction suprême, car il était dans sa nature de vouloir dominer. De plus, il avait été saisi de cette passion incompréhensible du trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle, les pousse à mourir joyeusement sous le harnais et leur fend le cœur s'ils en sont éloignés. C'était la passion de Dave comme limonier, de Solek tirant de toute sa force, passion qui les saisissait le matin au lever du camp et les transformait de brutes moroses et maussades en créatures ardentes, alertes et généreuses. C'était cette même passion qui poussait Spitz à corriger sévèrement toute faute dans le service, à dresser en conscience les nouvelles recrues, mais qui lui faisait en même temps pressentir et combattre toute supériorité capable de lui susciter un rival. Buck en vint à menacer effrontément l'autorité de Spitz, s'interposant entre lui et ceux qu'il voulait punir. Une nuit, il y eut une épaisse tombée de neige, et le matin venu, Pike, le géniard, n'apparut pas. Il restait blotti dans son trou sous un blanc matelas. François l'appela et le chercha en vain. Spitz était fou de rage. Il arpentait le camp, reniflant et grattant partout, et grognant si furieusement que le coupable en tremblait d'effroi dans sa cachette. Quand il fut enfin déterré et que Spitz exaspéré sautait sur lui pour le corriger, Buck, également furieux, s'élança entre les deux. Ce fut si inattendu et si habilement accompli que Spitz, étonné, retomba en arrière. Pike, jusque-là tremblant de peur, rassembla son courage, fondit sur son chef renversé, et Buck, oublieux de toute loyauté, s'élança lui aussi pour l'achever. Mais François, défenseur de la justice, intervint avec son fouet. Il lui fallut d'ailleurs employer le manche pour réussir à faire lâcher à Buck son rival terrassé. Le révolté, étourdi par le coup, abandonna son ennemi et fut corrigé sans merci,
tandis que Spitz, de son côté, punissait vigoureusement Pike le géniard. Pendant les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continua à s'interposer entre Spitz et les coupables, mais toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait l'insubordination générale à laquelle Dave et Solek seuls échappaient. Ce n'était que querelles, luttes incessantes, et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tôt ou tard, dut plus d'une nuit, au bruit des batailles, quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas, et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différends. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens qui, selon l'habitude, travaillaient sans relâche. Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale, et la nuit, leurs clochettes tintaient encore. Ils tiraient des chargements de bois de construction ou de bois à brûler, rapportaient les produits des mines, faisaient en un mot tous les travaux exécutés par 2 chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud, mais en général, c'étaient des métis de loups et de chiens du pays. Chaque nuit, à 9 heures, à minuit, à 3 heures du matin, il faisait entendre un chant nocturne, étrange et fantastique, auquel Buck était heureux de se joindre. Quand l'aurore boréale brillait froide et calme au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé, sur le ton mineur, avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriale de la vie même, avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort. Lamentation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau, et Buck, en s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix aux sanglots de ses demi-fauves, Buck franchissait d'un bond le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touchait à l'origine même des choses. Sept jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes des baraques sur les bords du Yukon et repartait pour Dyea et Saltwater. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisi à son tour et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs et, de plus, la police avait établi 2 ou 3 dépôts de provisions pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape 60 miles, ce qui est une course de 60 miles, et le second jour franchirent le Yukon dans la direction de Pelly. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La révolte insidieuse fomentée par Buck avait détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage qui ne marchait plus comme un seul chien. L'encouragement sourdement donné aux rebelles les poussait à toutes sortes de méfaits. Spitz n'était plus un chef à redouter. Il n'inspirait plus le respect, son autorité était discutée. Pike lui vola un soir la moitié d'un poisson et l'avala sous l'œil protecteur de Buck. Une autre nuit, Dub et Joey se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy, le pacifique, devenait presque agressif, et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement l'ennemi qui naguère le faisait trembler et, pour tout dire, agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se querellaient sans cesse. Seuls Dave et Solek ne changeaient pas, tout en subissant le contre-coup de ces luttes perpétuelles. François avait beau jurer comme un diable, en sa langue barbare frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute, sitôt qu'il avait le dos tourné, le désordre recommençait. Il appuyait Spitz de son autorité, mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre. Et Buck se savait soupçonné. Mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement, car le harnais lui était devenu très cher, mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et à semer ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la Taquina un soir après souper,
Dub fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt la meute entière partit en chasse. 100 mètres plus loin, 50 chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige, tandis que les chiens enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande sous la clarté pâle de la lune, mais toujours devant lui bondissait le lapin, semblable à un spectre hivernal. Ces instincts anciens, qui à des périodes fixes poussent les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb, ces instincts vibraient en Buck. Mais combien plus profond ? Poursuivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang âcre et chaud, tout cela constituait pour lui une joie intense, quintessence de sa vie même. À la tête de sa horde, il faisait résonner le cri de guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique, au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau enserrait d'un long détour. Buck ne s'en aperçut pas, et lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche qui bondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner, et quand les pattes acérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute sur les talons de Buck hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet, et sans arrêter son élan se précipita sur Spitz, épaule contre épaule, si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur ses pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. 2 fois ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. 2 fois, il recula pour reprendre son élan et sa lèvre amaigrie se retroussait en un rictus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'ils tournaient autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant l'endroit vulnérable, Buck eut comme le souvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails. La terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait, dans les airs montait toute droite l'haleine des chiens qui, les yeux étincelants, entouraient les 2 combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg du Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle, car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'élançait le premier et n'attaquait qu'après s'être défendu. En vain, Buck tentait de le mordre chaque fois que ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc, elles rencontraient celle de Spitz. Les crocs s'entrechoquaient, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son rival. Il s'échauffa, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaque, mais toujours Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mine de s'élancer à hauteur de museau de son ennemi, puis, rentrant soudain la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour en battre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure en face de Buck, hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille approchait du dénouement, et le cercle des chiens-loups en attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, lui livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même, et les 60 chiens se dressèrent, mais avec la rapidité de l'éclair, il se releva, terrible, et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule, et rasant terre au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz. On entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à repousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renouvela sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux aux yeux étincelants, aux langues pendantes, se refermer lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu
irrémissiblement, car Buck serait inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens-loups se resserra à tel point que leur haleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz et à ses côtés, les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt, chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul, Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté, mais dans ce mouvement, il avait avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle rétréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune, et Spitz disparut sous la horde affamée, tandis que Buck, resté debout, contemplait la curée, bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée.